Alors que l'Égypte se trouve dans une guerre pour le développement, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré aujourd'hui pas de réconciliation avec ceux qui veulent détruire l'Égypte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe. En fait, je suis Hanifa Farag, l'animateur, le présentateur qui va être en votre compagnie durant les prochaines presque 60 minutes et qui sont l'âge de cette nouvelle édition de direct. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que presque les grandes lignes de cette nouvelle édition de direct. Justement, à l'occasion des victoires d'octobre de 1973, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé plusieurs messages tout à fait importants, tout à fait très intéressants à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'Égypte. Bien sûr, ces déclarations ont été faites par son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, durant le 32e colloque instructif culturel des forces armées tenu sous le thème, cette fois-ci, la guerre d'octobre 73, symbole de l'éternité et du développement. Donc, très rapidement, tout de suite, les détails avec notre collègue Mohamed El-Houmoussani. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté dimanche au 32e colloque instructif des forces armées tenu sous le thème La guerre d'octobre 73, symbole de l'éternité et du développement. En plein colloque, le président el-Sisi est intervenu, rappelant que l'Égypte était capable de relever tous les défis, appelant les Égyptiens à être vigilants pour faire face aux conspirations fomentées contre le pays et manipulées de l'étranger. Le président el-Sisi a affirmé que nulle personne ne pourrait vaincre les Égyptiens tant qu'ils étaient bien conscients des défis. Le chef de l'État a ajouté que l'expérience historique de l'Égypte avec les guerres et les crises nécessite une prise de conscience de l'importance de la préservation de l'État et de sa stabilité. Le chef de l'État a souligné que les guerres de la 4e et 5e génération ont pour but de faire de l'opinion publique un outil de destruction de l'État, estimant que les défis en Égypte sont nombreux et qu'il faut s'unir pour les affronter. Du même, lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement Moustapha Madbouli a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre, notant que c'est une occasion importante pour se rappeler d'un des événements les plus marquants dans l'histoire moderne de notre patrie. La célébration annuelle de la glorieuse victoire d'octobre fait connaître aux nouvelles générations comment était l'Égypte, quelle est sa position actuelle et quelle est la vision prospective de ce grand État. Et ce, afin de tirer profit des expériences passées qui pourraient contribuer efficacement à la construction de l'avenir. Lors de son allocution devant le colloque instructif des forces armées, Dr Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, a passé en revue le rôle de la femme égyptienne dans la société, notamment en temps de guerre et de crise, estimant que la femme était présente dans tous les épisodes de la lutte contre les ennemis de l'Égypte, notamment durant la période de la guerre de 1967 jusqu'à la glorieuse victoire de 1973. Le documentaire intitulé « L'Égypte, le passé et l'avenir » a également été diffusé au cours du colloque. Ce documentaire a interprété l'importance des expériences tirées du passé afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour le présent et l'avenir. إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا. نحن نؤمن بحقنا في الحياة ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. إننا قاتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرح. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. لازم نبني بلدنا بإيدينا، بعرقنا، بصبرنا، بتحملنا. المصريين أرادوا بجد
إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, au cours de ce colloque culturel et instructif, bien sûr avec l'assistance du président Abdel Fattah el-Sisi, il y avait des messages très importants, très clairs. Nous construisons l'État égyptien, le président construit sur le terrain, les autres détruisent sur le terrain, détruisent les pays. Et bien sûr, ce ne sont pas des paroles, mais aussi ce sont des faits accomplis sur le terrain qu'on touche chaque jour, qu'on touche quotidiennement dans la région arabe. Le président a dit « Personne ne peut nous vaincre dans une guerre lancée depuis l'extérieur ». Selon Abdel Fattah el-Sisi, le pays se trouve face à un grand défi dont le titre est la stabilité de l'État. Il y a des forces qui œuvrent à accéder au pouvoir sans savoir le volume des défis auxquels est confronté le pays. Ce qui a été réalisé en 5 ans seulement dépasse le travail de 20 ans. Autre question très importante suscitée par le président. L'expérience historique de l'Égypte dans les temps de guerre et dans les temps de crise exige la conscience de la nécessité de sauvegarder l'État égyptien. Je dois vous rappeler que mardi dernier, au cours de la commémoration de l'anniversaire de la guerre, des victoires égyptiennes contre les occupants israéliens durant la guerre de 1973, le président Abdel Fattah el-Sisi a dit que les convoitises extérieures à l'égard de l'Égypte n'ont pas fini. L'avenir des patries ne sont pas créés à travers le slogan, à travers les enchères. Le président a misé, bien sûr, tout au long de sa présidence jusqu'à maintenant, a misé sur la conscience des Égyptiens, a misé sur même ce qu'on appelle le soft power, la force douce dont dispose l'Égypte à travers les séries télévisées, à travers les films, pour rendre les citoyens plus conscients de ce qui se passe actuellement sur le terrain à travers les guerres du rumeur, les guerres de sensibilisation, les guerres de conscience. Justement, comme je viens de vous annoncer, il y avait même une déclaration très importante. Le président a dit une chose très importante. En fait, selon le président, les patries ne sont pas construites par les paroles, par les manifestations, mais plutôt par le travail. Les patries, les nations sont bâties par les travaux sur le terrain, par les accomplissements réalisés sur le terrain. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte est dans sa guerre pour le développement, contre la pauvreté, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, contre les forces du mal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'exposition intitulée Torasona, notre patrimoine, notre héritage, organisé par l'Agence de développement des PME. Il s'agit donc de l'une des plus grandes expositions spécialisées dans le domaine de l'artisanat, du patrimoine, avec environ 600 exposants dans ce domaine. Justement, un tout petit reportage de notre collègue Dalia Karam. Après ça, on va bien sûr vous présenter d'autres reportages sur le terrain qui a été bien sûr consacré à la couverture des activités de cette foire ou de cette exposition qui a regroupé une sorte d'élite d'artisanat égyptien. Donc, un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de soutenir les industries artisanales et les métiers de l'art et d'augmenter la vente des produits égyptiens à travers l'exposition Notre patrimoine pour porter très haut le label de la production locale. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de l'inauguration de l'exposition annuelle Notre patrimoine organisée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Plus de 600 exposants provinciaux et d'associations de la société civile participent à cette exposition organisée sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi du 10 au 15 octobre en cours. Le programme de développement local dans les gouvernorats de Kena et de Sorek participe à ce salon artisanal. Selon le ministre du développement local, ce programme participe au salon Notre patrimoine avec un grand pavillon installé sur une superficie d'environ 250 mètres carrés.
Il a indiqué que le programme de développement local en Haute-Égypte a donné une forte impulsion au développement économique dans les gouvernorats de Kenna et de Sohag, créant de nouvelles chances d'emploi pour les jeunes, ce qui a contribué efficacement à améliorer leurs conditions de vie et à réaliser leur autonomisation. À cet effet, le président El-Sisi a ordonné d'augmenter les subventions allouées à l'exposition Notre patrimoine pour soutenir les produits artisanaux et le patrimoine dans les différents gouvernorats organisés par l'autorité du développement des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a également donné des directives pour étudier la possibilité de l'organisation de cette exposition plusieurs fois durant l'année, avec la mise en place d'expositions à l'étranger pour ouvrir des marchés d'exportation dans les divers pays du monde. Le président Al-Sisi a enfin exhorté les exposants et les entrepreneurs à développer et à augmenter leur production afin de créer de nouvelles opportunités de travail et de transférer leur expertise technique et industrielle aux petits artisans pour préserver notre patrimoine des métiers d'artisanat. Donc, encore une fois, à partir des messages présidentiels lancés aujourd'hui, ce dimanche matin par le président Abdel Fattah el-Sisi, ce qui a été réalisé en Égypte durant 5 ans seulement dépasse le travail de 20 ans. Nous construisons, les autres détruisent. Un autre message. Donc, les messages présidentiels et la lecture de ces messages seront donc à travers les analyses de notre invité de marque, de notre invité très distingué, Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence, Monsieur Hussein Hariri, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir. Donc, très rapidement, votre lecture à l'égard de ces messages très importants lancés par le président aujourd'hui matin. Le président s'est adressé aujourd'hui aux Égyptiens dans le cadre d'un séminaire à l'occasion de la commémoration de la 47e anniversaire de la guerre d'octobre. Il a évoqué l'importance primordiale d'assurer la stabilité et la sécurité de l'État pour confronter et pour relever les défis politiques, économiques et sociaux auxquels l'Égypte fait face. Oui. Il a distingué entre l'État et le système politique. C'est-à-dire que les objections des uns et des autres concernant des politiques adoptées par le gouvernement actuel oui. Ne veulent pas dire qu'on confronte l'État comme tel. Moi, je crois que le point important, le point essentiel, l'élément essentiel dans les propos du président El-Sisi ce matin était cette idée-là de défendre l'État en majuscule en Égypte et mettant de côté nos différences politiques. Oui. Oui. Justement, il y avait d'autres messages de la part du président. Par exemple, le pays se trouve face à un grand défi dont le titre est la stabilité de l'État. Monsieur le Président a dit également que personne ne peut nous vaincre, ne peut vaincre l'Égypte à partir d'une guerre lancée depuis l'extérieur. En même temps, le Président a dit pas de réconciliation avec ceux qui veulent détruire l'Égypte. Autre message très important lancé par son Excellence, c'est que ce qui a été réalisé encore une fois durant presque 20 ans, plutôt presque durant 5 ans,
et dépasse le travail de 20 ans. Donc, comment vous voyez de tels messages lancés à l'extérieur et à l'intérieur du pays, notamment en ce qui concerne la conscience du peuple égyptien vis-à-vis de ces conspirations fomentées, manipulées depuis l'extérieur? Le président Sisi a fait une comparaison entre l'Égypte, entre cette période de 1967 et 1973, oui, et a comparé cette période avec la période actuelle. oui. La différence principale est que dans la première période, on faisait la guerre. On faisait la guerre contre un ennemi, entre guillemets, dans les champs de bataille. Oui. Mais ces jours-ci, on ne fait pas la guerre sur les champs de bataille, mais la guerre auquel nous faisons face, c'est une guerre insidieuse, une guerre qui s'appelle, que quelques experts et quelques politologues nomment guerre de la 4e et la 5e génération. C'est de saper la confiance de l'opinion publique vis-à-vis le gouvernement, vis-à-vis l'administration publique et vis-à-vis l'État comme tel, principalement contre l'armée et la police. Et le président a mis l'accent sur la nécessité d'informer, de mener, d'élaborer une campagne d'information auprès de l'opinion publique égyptienne pour l'alerter à un tel danger qui veut déstabiliser l'État. Oui. En ce qui concerne cette question de se réconcilier avec, certainement sous-entendu, la confrérie des frères musulmans, le président Sisi a fait savoir qu'on ne peut pas se réconcilier avec ceux et celles qui ont traité l'État comme leur ennemi et ils ont assassiné et ciblé les innocents, l'armée et la police. Oui. Outre, bien sûr, si je peux dire, la force, hard power, comme on dit, la force comme des attaques lancées. La puissance de l'État. Oui. Ici, je parle justement de cette guerre médiatique, de cette guerre lancée contre la conscience égyptienne. Justement, le président, par exemple, a dit si l'État ne dépensait pas ou s'il n'arrive pas à assurer les besoins des citoyens, ça va être illustré de la part des forces du mal comme une corruption dans la gestion de l'État, ce qui est tout à fait contraire de la réalité. En fait, les défis en Égypte sont très considérables. Selon le président, je ne vends pas les illusions, on ne fait pas des mensonges au niveau du peuple. Votre commentaire, ce sera la dernière question. Non, effectivement, le président Sisi a souligné que lui, il est franc, il doit cette politique de la transparence en s'adressant aux Égyptiens, en s'adressant aux problèmes et aux défis économiques et sociaux et dans tous les domaines, presque l'éducation, la santé, les infrastructures. Voilà, il a adopté cette ligne de transparence en s'adressant aux Égyptiens. Et aujourd'hui, ce matin, le président a souligné une autre fois cette ligne de transparence. Oui. Je voudrais vous remercier infiniment pour de tels commentaires, de telles réactions de votre part en ce qui concerne la lecture de ces messages présidentiels lancés aujourd'hui matin à partir de ce colloque instructif, ce séminaire instructif culturel tenu par les forces armées égyptiennes en présence de son Excellence le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Justement, je dois revenir encore une fois à ce point. Nous avons un héritage, un patrimoine tout à fait distingué
dans le domaine d'artisanat. C'est pourquoi le président Abdel Fattah el-Sisi, dans le cadre de la lutte contre le chômage, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre toutes sortes de mauvaises choses, ici en Égypte, le président donne son appui aux PME, aux petites et moyennes entreprises, notamment qui travaillent dans ce secteur d'artisanat. Justement, nous avons consacré une couverture tout à fait spéciale pour savoir qu'est-ce que se passe sur le terrain dans cette fois, dans cette exposition intitulée « Héritage, notre héritage ou notre patrimoine ». Notre héritage, c'est le slogan de la Foire des arts artisanaux et folkloriques qui a été inaugurée samedi par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Considérée comme la plus grande rencontre avec une élite des artisans d'habiles fabricants de toutes parties égyptiennes, cette foire représente une fenêtre à travers laquelle ces créateurs très distingués peuvent commercialiser leurs produits, soit à travers la vente directe ou via la signature des accords avec les différentes instances pour exporter à l'étranger. Bon, cette foire est très importante. Après, il y a longtemps qu'il n'y avait pas de foire du tout. Et l'importance de cette foire spécialement, c'est parce que les produits sont toutes égyptiennes. Il y a beaucoup de jolies choses. La première fois qu'on voit une gamme d'entrepreneurs comme ça. Et c'est important encore pour les gens qui ne sont pas égyptiens. Ils viennent pour voir nos produits. Le président Abdel Fattah el-Sisi est soucieux de fournir tout soutien financier et technique aux PME qui travaillent dans le secteur d'artisanat, vu que leur projet représente une valeur ajoutée à l'économie égyptienne, à côté de sa valeur culturelle et artistique très originale. L'économie officielle et l'économie, disons, qui n'est pas officielle. Okay? Donc la majorité des artisans ne font pas un travail qui peut compter dans la production de l'économie nationale. Donc il faut leur donner l'occasion de produire, de travailler, d'avoir une vie meilleure avec les rentrées qu'ils obtiennent de leurs ventes. Les participants y révèlent leurs pittoresques travaux manuels comme les tapis, les couvertures fabriquées manuellement, les œuvres artisanales authentiques en cuivre et en argent, les produits en verre, en céramique et en palmier. Les bijoux en coquillage, les couvertures fabriquées par les bédouines et les accessoires des femmes créés par la main des artisanes égyptiennes prennent presque la part de lion dans cette exposition. J'ai travaillé à la main et ma sac et tout ce que mon sac et les fleurs et tout ce qui est à peinture à la main. Oui. Et je fais... Le bâton encore? Le bâton encore, oui. Oui, je fais à la main. Et j'ai notre produit, oui. Tout ce que là, peinture à la main. L'État vise également à présenter une opportunité d'expansion de ces arts traditionnels et d'échange des expériences créatives entre ces artistes authentiques en faisant un marketing et une promotion de leurs produits originaux. Dans ce temps du coronavirus, cette foire n'a pour but seulement la préservation de ces arts traditionnels très rares, de la disparition, mais aussi la sauvegarde de la population locale contre la pauvreté, le terrorisme et l'immigration clandestine. Nous allons et nous avons essayé de distribuer sur ces masques pour lutter contre l'immigration clandestine et un autre masque pour lutter contre l'exploitation des personnes vulnérables et des groupes vulnérables, c'est-à-dire le trafic des êtres humains en accueillant les petites moyennes entreprises. Cela permet aux jeunes d'avoir un espoir pour un avenir meilleur et de réfléchir à une entreprise avant de s'embarquer pour une aventure sans fin, oui, avec une fin triste et dramatique. Le pays frère de l'Égypte, le Soudan, est l'invité d'honneur de cette édition de la foire. Un pavillon distingué a été consacré aux produits patrimoniaux soudanais comme les cuirs, les bois, les métaux et les autres industries artisanales et folkloriques inspirées de l'héritage pour lesquels est connu le Soudan. Sauvegarder l'héritage national, mais aussi aider les entrepreneurs, ce sont des messages de soutien très clairs lancés par l'État égyptien à travers de telles foires.
C'était Annie Farag pour NAL TV International. Donc, heureusement, nous sommes rejoints par Madame Ramona Kanaan, experte régionale en politique publique et développement, mais aussi conseillère pour le ministre de la Solidarité sociale. Vous êtes la bienvenue plutôt sur NAL TV International. Bonjour. Bonjour. Comment justement vous trouvez l'importance des PME, des petites et moyennes entreprises dans l'économie égyptienne, et comment vous trouvez l'importance de ce soutien apporté par l'État égyptien à travers la tenue de telles foires, de la tenue de telles expositions qui essayent de rassembler une élite, bien sûr, d'artisans égyptiens, mais ces gens qui sont très habiles dans leur métier ont besoin d'une sorte de soutien très fort de la part de l'État égyptien. Donc l'importance et le message que vous avez lu. Bonjour, il me semble que Monsieur le Président et le gouvernement sont tout à fait au courant et tout à fait... ils ont pris la décision en 2016 lorsque vraiment le président Abdel Fattah el-Sisi a commencé cette initiative et il a demandé à la personne responsable de la Banque centrale d'investir plus de 200 milliards de livres égyptiennes pour les petites et micro-entreprises et moyennes entreprises. Et cela, c'est selon une certaine vision qui est vraiment très correcte, qui est dans le futur. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont le futur pour bâtir et consolider une économie stable. Et nous l'avons vu ça dans d'autres pays, comme la Malaisie par exemple. Aujourd'hui, leur économie est constituée à 90% de petites et moyennes entreprises. Alors aujourd'hui, le renforcement du gouvernement, c'est vraiment voir plus loin. Et c'est d'encourager les personnes, pas seulement de les encourager, mais leur donner une raison d'être. Aujourd'hui, l'emploi, et c'est ce qui dit que moi j'existe, que moi je donne, que je participe, que je produis. Alors une personne qui produit, elle devient indépendante financièrement et elle aide à la production et elle aide à le développement économique du pays. Donc la production, rendre les gens productifs, donner l'espoir aux gens, rendre les gens productifs premièrement, mais aussi rendre leurs produits plus rentables. Exactement. Ce n'est pas seulement donner les moyens à ces gens pour produire, mais aussi pour commercialiser leurs produits sur le marché. Exactement. Alors ça, c'est plutôt une approche multidimensionnelle, comme on en parlait, pour aujourd'hui commencer pour les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de la production, mais il s'agit seulement de la connaissance de la gestion d'une petite entreprise, telle qu'elle soit. Aujourd'hui, si on parle de petite entreprise, on parle de moins de 50 employés. Alors aujourd'hui, on a besoin de certaines connaissances technologiques, certaines connaissances d'administration, de gestion, connaissances juridiques. Et si on parle de micro-entreprise, alors vraiment on descend à ce qui est la base. Et on parle de 5 ou à 10 employés. Alors aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir une approche et de former ces personnes qui sont dans l'artisanat déjà et qui sont compétents et qui savent le faire, mais ils ont besoin de prendre une certaine nomination qui est entrepreneur. C'est vraiment connaître comment... Donc, si je peux dire, institutionnaliser les PME ou ce secteur d'artisanat. Exactement, et c'est ce que nous avons... Parce que ce sont parmi les directives du président. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, on peut voir une différence entre la première fois que notre patrimoine, le forum qui a été fait, et aujourd'hui, les micro-entreprises qui avaient débuté, aujourd'hui, elles sont des petites, et les petites sont devenues des moyennes entreprises. Alors, il y a un certain développement, et cela n'est pas dû seulement à la production, mais c'est dû à l'étude, à la formation des personnes.
aux politiques du pays. Aujourd'hui, on donne un certain support de connaissances et de faciliter tous les processus, même de fonder ces entreprises. Le président a dit durant ses discussions avec les exposants, par exemple, on va essayer d'institutionnaliser de tels projets, de donner un soutien de la part de l'État à leurs produits. Par exemple, la finalisation de ces produits, l'emballage, comment commercialiser ça, non seulement sur le marché égyptien, le marché local, mais aussi sur le marché à l'étranger. International. Oui. Exactement. Si on parle des entreprises, il faut savoir le cycle de vie d'une entreprise. Une entreprise commence par être institutionnalisée, alors ça doit avoir un statut juridique. Une fois que ça commence, il faut avoir une stratégie et une planification. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle du gouvernement et des ONG et des organisations internationales? C'est vraiment donner ses connaissances. On a besoin de donner ses connaissances à ces petits instituts et à ces personnes qui sont vraiment, qui ne sont pas très avancés dans le domaine et qui sont plutôt des artistes ou des artisanats. Ils font de l'artisanat. Alors, on commence par le cycle de la planification, de la création de nouveaux modèles. Aujourd'hui, on peut bien intervenir par la création de nouveaux modèles. Comment on produit et comment on le finishing, ou comment on termine notre produit de façon qu'il soit dans un standard international pour qu'il puisse être exporté. Non seulement ça, mais aujourd'hui, il faut avoir une plateforme de vente. Aujourd'hui, avec le Covid-19, c'est très difficile pour nous et pour ces entreprises qui sont en train de faire face à vraiment des problèmes, de vente. De production même, parce que là, il s'appelle que l'une des dimensions les plus importantes de cette foire, c'est le soutien direct de l'État à ces artisans, à ce secteur, aux PME même, à travers, durant plutôt le coronavirus, la crise qui frappe partout, non seulement ici en Égypte, mais aussi le monde entier. Donc il y avait une sorte de gamme d'intensive, une gamme plutôt d'encouragement, des mesures pour encourager les gens, renforcer les gens dans ce temps de crise. Oui, et ça a été fait en... je peux bien parler du ministère de la Solidarité sociale. Ils sont vraiment très intéressés à vraiment, non seulement pour le fait d'encadrer ces entreprises, mais et aussi de former et de motiver les personnes qui travaillent là-dessus. Parce que si aujourd'hui on travaille sur les différents gouvernorats qui existent dans le pays, alors on voit qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans le besoin, qui est aujourd'hui, si on dit micro-entreprise, alors cette personne a besoin de gagner son argent aujourd'hui. Alors il faut bien confirmer qu'elle aura, fin du mois, un certain salaire ou une certaine rentrée. Et c'est ce que le gouvernement a fait durant la crise Covid, qu'il a confirmé, ou il a soutenu ces personnes pour qu'ils puissent vraiment continuer à travailler et à produire, bien qu'ils n'étaient pas présents dans les places où ils pouvaient exister pour travailler. Et de tels projets, de tels programmes, de telles foires visent des gens, ou visent les gens les plus démunis, visent les régions les plus pauvres, ici en Égypte, notamment en Haute-Égypte, alors que ces gens même sont connus pour des produits très intéressants, comme par exemple Ahmim, qui représente, si je peux dire, un bastion de tissage, une qualité. Exactement. Donc l'une des dimensions intelligentes de cette force, c'est comment on dit, piquer ou sélectionner. Sélectionner, oui. Ce n'est pas piquer, c'est pique, comment dire, sélectionner. Oui, les métiers qui caractérisent chaque région en Égypte. Exactement. Si on a parlé d'Ahmim, c'est un des projets sur lesquels nous avons travaillé, et ils sont à Sorek. Ce sont vraiment, mais aujourd'hui, Ahmim, ce n'est plus une petite entreprise, parce que vous avez plus que 120 bénéficiaires. Oui. Alors, je ne veux pas vraiment parler d'un projet,
Et en même temps, j'aimerais bien confirmer que non seulement il y a ce sont des ONG ou des entreprises sont très spécifiées, mais vous avez une très grande gamme et diversité de produits. Et aujourd'hui, il faut vraiment savoir la valeur de ça. Nous, on n'a pas cette tendance, mais si vous assistiez dans les forums internationaux, vous allez trouver que les choses égyptiennes sont très appréciées. Alors, il faut vraiment s'investir beaucoup. Oui, bien sûr, les produits égyptiens sont très appréciés, sont très attractifs. Notamment, j'ai fait une sorte de couverture consacrée à cette fois. J'ai vu des Égyptiens qui vivent à l'étranger, mais qui essayent toujours de gérer des petites et moyennes entreprises, qui travaillent dans le secteur de l'artisanat, justement parce que ce sont des Égyptiens qui ont affronté les étrangers là-bas, donc ils ont des yeux qui évaluent bien qu'est-ce que ça veut dire un produit égyptien. Donc, justement, très rapidement, nous allons vous présenter avec nos chers téléspectateurs un reportage qui va jeter plus de lumière sur l'initiative de la Banque centrale égyptienne en faveur des PME, visant bien sûr à renforcer la croissance, mais aussi réduire le chômage. Exactement. Les banques égyptiennes ont accordé des prêts d'un montant global de 50 milliards de livres, soit 2,79 milliards de dollars aux petites et moyennes entreprises en 2019. Un montant en hausse de 66,7% par rapport à celui débloqué en 2018. Ces prêts se situent dans le cadre d'une initiative lancée par la Banque centrale égyptienne pour le financement de 350 000 petites et moyennes entreprises à hauteur de 200 milliards de livres sur une période de 4 ans de 2017 à 2020. Dans le cadre de cette initiative, les petites et moyennes entreprises bénéficient de prêts à un taux de 5%. Le taux d'intérêt de 5% a donné aux jeunes une excellente occasion de créer leur propre entreprise et générer des emplois dans le secteur privé. La Banque centrale d'Égypte avait engagé les banques en 2016 à consacrer 20% de leur portefeuille de crédit aux petites et moyennes entreprises dans le cadre d'une initiative de 4 ans qui prend fin cette année. Le total des fonds débloqués par toutes les banques pour soutenir cette initiative est de 146 milliards de livres égyptiennes injectés dans des dizaines de milliers de petits et micro-projets, ce qui a favorisé l'industrialisation locale, les exportations et l'innovation de la jeunesse. La Banque Misra a réussi à achever 95% de l'initiative de la Banque centrale d'Égypte en octroyant des prêts de 24 milliards de livres égyptiennes, soit 19% du portefeuille de crédit connexe, au profit de 85 000 ménages, soit 676 000 bénéficiaires. Dans ce même contexte, en octobre 2019, la Banque du Caire avait signé un contrat de financement de 500 millions de livres égyptiennes, soit 31 millions de dollars, avec l'Agence de développement des micro-petites et moyennes entreprises destinées aux micro-projets. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à financer des micro-projets et à encourager les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, à mettre en place des projets de recherche ou à développer leurs projets existants. Ces contrats augmenteront le nombre de projets financés en coopération avec les grandes banques. En juillet 2018, la Banque européenne d'investissement et la Banque nationale d'Égypte ont signé un accord de financement d'un montant de 375 millions d'euros destiné à financer des investissements de petites et moyennes entreprises et de sociétés à moyenne capitalisation en Égypte. Cet accord de financement s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la résilience économique de la Banque européenne d'investissement qui vise à améliorer les perspectives d'une croissance plus résiliente et plus inclusive en Égypte à travers l'inclusion financière et la création d'opportunités d'emploi durables, en particulier pour les femmes et dans les régions moins développées. Le financement de la Banque européenne d'investissement qui bénéficie du soutien de l'Union européenne sera attribué à la Banque nationale d'Égypte pour financer les besoins d'investissement des entreprises égyptiennes. Un pourcentage du financement sera destiné à des sociétés détenues ou gérées par des femmes, les femmes d'affaires ainsi qu'à des entreprises situées dans les régions moins développées du pays. Donc, encore une fois, cette initiative, selon les experts de la Banque centrale d'Égypte, a contribué, comme l'estiment ces économistes, encore une fois, à renforcer la croissance économique, générer des emplois, réduire le chômage, faciliter la fusion de l'économie informelle dans celle officielle et à diffuser la technologie financière.
Exact. Autre chose, l'autonomisation de la femme. Donc, beaucoup d'éléments. Ouais. Il faut dire qu'aujourd'hui, à ce jour, selon le rapport qu'on vient de voir, aujourd'hui, il y a eu plus que 200 milliards de livres égyptiens qui ont été mis sur place pour les projets, micro-projets. La réussite est due qu'on arrive à une certaine égalité entre l'homme et la femme comme bénéficiaires. Aujourd'hui, nous avons un 53 ou 54%, il me semble, les bénéficiaires sont des hommes, et les femmes ont atteint un 47 à 48%. Bien sûr, sur le domaine d'artisanat, vous allez trouver que vous avez beaucoup de femmes qui travaillent là-dessus, et parce que c'est beaucoup plus, je ne dirais pas, c'est beaucoup plus convenable, parce que l'artisanat ne doit pas être seulement fait sur place, mais ça peut être fait à domicile. Alors aujourd'hui, c'est un boulot ou un emploi qui vraiment, selon la culture, le contexte égyptien, c'est facile à continuer à travailler sous les contextes du coronavirus. On travaille à domicile et on produit ensuite le projet et on le ramène. Mais vu aujourd'hui que la femme est vraiment, elle existe sur le marché égyptien avec très grande force, il faut dire que c'est vraiment dû aussi aux lois égyptiennes qui ont été remises pour assurer cette égalité. Autre chose, cela représente un développement inclusif. Exactement. Comment? Aujourd'hui, pour que tu puisses gérer un projet, tu dois être formé. Alors, ce qui veut dire que tu as besoin d'être bien éduqué, qu'aujourd'hui j'ai besoin de faire part, d'être sûr comme gouvernement que vous avez le bon traitement sur le plan sanitaire et qu'aujourd'hui il y a les bases qui vous sont données et vous avez un boulot qui est décent et qui est selon les standards internationaux. Parce qu'aujourd'hui, un boulot décent, ça demande beaucoup de choses. Et c'est ce que vraiment la politique égyptienne aujourd'hui est en faveur et elle veut bien s'assurer que ces personnes qui sont dans le marché de petites et moyennes entreprises, qui atteignent aujourd'hui plus que 5,8 millions ou 6 millions de personnes, et on a plus que 1,7 million d'entreprises, alors ces personnes ont vraiment besoin d'être supportées et soutenues par l'État, tout ce qui est éducation, sanitaire et infrastructure aussi. Oui, donc vous parlez de la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle. Parce qu'on parle, il y a ceux qui parlent actuellement de la hausse du taux de la pauvreté. Mais justement, l'État essaye de lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire renforcer le citoyen au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement et au niveau de l'emploi. Ouais, du travail. Du travail. Donc on ne va pas donner aux citoyens des dépenses directement. Oui, vous voulez dire, on ne va pas donner de l'argent ou exactement. On ne va pas subventionner comme c'était classiquement fait. Il a le droit, selon la constitution égyptienne, le citoyen a le droit à avoir accès à une propre éducation, à la santé et à un boulot et un emploi. Alors ça, c'est selon la constitution. Alors c'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place comme stratégie. Oui, oui. Autre chose, encore une fois, c'est l'autonomisation de la femme. Comment de tels projets touchent vraiment le secteur de la femme qui assume la responsabilité d'une grande famille et empêcher la pauvreté même. Il me semble que ce genre de projet encourage beaucoup la femme. Une fois qu'on a une intention politique et cela est mis sur le terrain selon des règles et des normes et des lois qui sont mises en place, alors la femme se sent beaucoup plus sécurisée et supportée. Exemple, aujourd'hui, lorsque chaque femme dans chaque usine elle a droit à amener ses enfants au bébé parce qu'il y aura une crèche, par exemple. Ça, c'est un genre de support que la loi a mis en place, qu'aujourd'hui, que chaque usine doit avoir une crèche pour les femmes. Aujourd'hui, la femme et l'homme en Égypte est un des rares pays où ils sont payés à titre égal. Aujourd'hui, elle a accès plutôt à des interventions
beaucoup plus actives, à part les donateurs. Ils sont vraiment intéressés à sponsoriser des projets qui sont faits par des femmes. Alors aujourd'hui, il y a une certaine culture ou un certain contexte ou une certaine atmosphère qui vraiment est en train d'encourager la femme. Et la culture, et je dirais plutôt qu'elle a besoin d'être beaucoup plus renforcée et d'avoir le courage de continuer. Oui, et ici, bien sûr, on pêche ce qu'on appelle le trafic humain. C'est donner en même temps l'espoir aux jeunes, non seulement aux femmes, mais aussi aux jeunes, pour empêcher les fins, les crises dramatiques de l'immigration clandestine. N'est-ce pas? La première raison pour le trafic humain ou pour la migration, c'est le manque de travail. Oui. Alors aujourd'hui, si moi j'assure un travail qui est décent pour chaque personne et pour chaque jeune, alors je ne vois pas pourquoi il voudra quitter le pays et aller vers un autre contexte. Et surtout que nos jeunes et les jeunes égyptiens sont vraiment attachés à leur culture, à la culture, à leur famille plutôt. Alors c'est un pays vraiment, et la société, elle a beaucoup à faire là-dedans. Alors c'est pas, aujourd'hui les jeunes, s'ils trouvent l'épanouissement professionnel, c'est sûr que le taux de migration baissera d'une façon considérable. Oui. Avant même de continuer notre discussion, il y a toujours des efforts gouvernementaux sur les terrains afin d'améliorer le quotidien des citoyens, non seulement au niveau des PME, mais aussi au niveau de l'inflation. C'est pourquoi le taux annuel d'inflation est à son plus bas niveau depuis 14 ans, selon la ministre du Plan. Tout de suite, un reportage de Dalia Karam. Parmi les indicateurs positifs qu'a connu l'économie égyptienne au cours de l'exercice financier 2019-2020 et avant l'apparition de la crise du coronavirus, figurait l'augmentation du taux de croissance des investissements publics mis en œuvre pendant la période de juillet à mars à environ 23% pour atteindre 113 milliards de livres égyptiennes selon un communiqué du ministère du Plan et du Développement économique. Le taux annuel d'inflation en Égypte est retombé à son plus bas niveau depuis 14 ans pour atteindre 5,7% en 2019-2020 contre 13,9% en 2018-2019, a déclaré jeudi la ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd. L'exercice financier 2019-2020 a été surtout marqué par la baisse du taux de chômage à près de 7,7% dans la période de janvier à mars 2020, le recul du déficit de la balance commerciale non pétrolière d'environ 24% pendant la période de janvier 2019 à mars 2020 et la hausse des flux nets d'investissement direct étranger de 19% dans la période de juillet à décembre 2019, a affirmé Mme Al-Saïd. Avant la crise du coronavirus et comme fruit des réformes économiques sérieuses mises en œuvre par l'État au cours des dernières années, en particulier avec l'application réussie du Programme national de réforme économique et sociale, le taux de croissance économique était d'environ 5,6% au premier semestre de 2019-2020 et d'environ 5% au troisième trimestre de 2019-2020 selon la ministre du Plan. Au vu de la crise, son impact s'est manifesté au quatrième trimestre de l'année qui a connu une contraction d'un certain nombre de secteurs économiques dont les plus importants sont le tourisme, l'industrie et les services, ce qui a mené à la baisse du taux de croissance en 2019-2020 et la perte de PIB est estimée à 206 milliards de livres égyptiennes, a ajouté Mme Hala Saïd. Malgré ce recul relatif, a poursuivi la ministre les efforts de réforme, les indicateurs positifs qu'a connus l'économie égyptienne avant la crise et sa diversité dans les secteurs ont contribué efficacement à rendre l'économie égyptienne plus résiliente et capable d'absorber les chocs économiques extérieurs. Plusieurs institutions financières internationales, dont le Fonds monétaire international, ont prévu que l'Égypte sera capable de maintenir un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020. Donc, on doit reprendre une phrase très importante, bien sûr, soulignée pendant ce reportage. Avant la crise du coronavirus,
et comme fruit des réformes économiques sérieuses mises en œuvre par l'État au cours des dernières années, en particulier avec l'application réussie du programme national de réforme économique sociale. Le taux de croissance économique était d'environ 5,6% au premier semestre de 2019-2020 et d'environ 5% au troisième trimestre de 2019-2020. Donc, au niveau macroéconomique, il y a des efforts déployés de la part de l'État égyptien afin d'améliorer la vie quotidienne des Égyptiens. Mais aussi, il y a d'autres niveaux, d'autres dimensions socio-économiques très importantes. C'est pourquoi il y avait des programmes spécialisés hébergés par l'État égyptien, comme par exemple Solidarité et Dignité. Exactement. Moi, il me semble que ce sont des projets très importants parce que ce ministère est vraiment très concerné par toutes les familles qui sont sous le taux de pauvreté. Alors, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de support, comment dire, directement. Et ce sont des familles aujourd'hui qui ont droit à avoir une certaine somme d'argent comme base pour qu'ils puissent avoir les bases, le nécessaire. Et il me semble que ces deux programmes, que ce soit Takef ou Karama ou Haya Karima, Life with Dignity, La vie décente, ça, ce sont des programmes qui ciblent les personnes les plus démunies et vraiment les familles qui sont très pauvres dans tous les gouvernements. Et cela s'inscrit même dans le cadre de ce qu'on appelle le développement inclusif et l'inclusion financière. Ouais. Pour le développement de notre économie, parce que sinon, on rentre dans un autre secteur. Alors, on a besoin aujourd'hui de les renforcer, de les intégrer dans le système pour qu'ils puissent être beaucoup plus productifs et qu'ils puissent s'intégrer et même revivre, nous visons à revivre leur métier dans le domaine d'artisanat. Et cela exige en même temps que ces projets doivent être, par exemple, plus rentables afin d'attirer, comme vous venez de nous souligner, d'attirer un peu plus les jeunes. Ouais. Et cela, en même temps, empêche la population locale des impacts négatifs de la pauvreté. Et après ça, c'est le terrorisme, c'est l'extrémisme. Bien sûr, exactement. Et il me semble qu'aujourd'hui, on voit très clairement comment le gouvernement, et non seulement le gouvernement, mais aussi la société civile et les organisations internationales et les compagnies privées, aujourd'hui, on travaille avec une politique qui est vraiment très respectée, qui est, on dit, d'une façon inclusive, et on travaille ensemble. Alors, c'est pas qu'on a une certaine stratégie qui est 20-30, et tout le monde a sa part à faire dans cette stratégie. Il a un rôle à faire et il y a des indicateurs auxquels nous devons arriver. Et il me semble qu'avec cette méthode et cette stratégie, nous allons avoir des conséquences et on aura des résultats qui sont beaucoup plus concrets sur le terrain. Et l'État vise également à rendre les gens non seulement consommateurs, mais aussi producteurs. Exactement. Afin d'arriver à renforcer ses exportations à l'étranger. Ils doivent être autonomes. Ça, c'est quelque chose, c'est un point très... Ils ne sont pas fonctionnaires. Non, autonomes. Ouais. Alors aujourd'hui, moi, je produis et je suis indépendant financièrement, que ça soit selon un boulot, mais je suis responsable de moi-même. C'est pas que le gouvernement est responsable de moi. À un certain point de vue, oui, ils sont responsables à mettre les politiques, mais aujourd'hui, le travail et l'effort qui est fait, ça doit être fait par le citoyen. Et aujourd'hui, l'apprentissage et les formations, on a plusieurs partenaires qui aident à ça, mais aujourd'hui, le fonctionnaire même ou l'entrepreneur ou le citoyen, ils ont un très grand rôle à faire. Une fois qu'on a atteint ça, aujourd'hui, on peut être motivé pour pouvoir aller vers l'exportation et ce qui s'est passé juste avant cette période passée. Dernière question, de telles foires, de tels soutiens visent à sauvegarder la disparition ou sauvegarder
mais plutôt ces métiers ou ces arts artisanaux de la disparition? Je crois que ce serait un peu difficile que ça disparaisse parce que maintenant on est très conscient. Mais il me semble que ce genre d'exposition et de forum qui est établi maintenant en Égypte au Rasna, et on aura très prochainement, en décembre, il y aura une autre foire qui est Diarna, et ça sera pas seulement 600 projets, mais on parle de 2000 projets qui seront présents. Et ces 2000 projets, vraiment, ils travaillent sur l'artisanat et sur les personnes qui sont entrepreneurs. Ce genre de fonction et ce genre d'événement est très important pour diffuser ces industries et cette culture. Alors, disparaître, ça c'est impossible. Oui. Je dois vous remercier infiniment. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour discuter un peu plus de ce sujet. Merci beaucoup, Madame Ramona Karahan, pour de telles explications. Merci. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur TV International.